Raphaël, merci. Merci. La séquence qui va suivre est une séquence aussi empreinte d'émotion. Comme vous savez, pour vous dire quelques mots là-dessus, et je voudrais demander votre attention, il y a 44 ans, quasiment jour pour jour, le 30 septembre 1981, la loi de l'abolition de la peine de mort en France était adoptée par le Parlement. 10 jours plus tard, elle était promulguée par François Mitterrand. Le texte avait été défendu avec droiture, ardeur et passion par le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter. Avocat de profession, avant d'être ministre de la Justice, puis président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter restera le visage des droits de l'homme et des libertés, une marque indélébile dans notre pays et dans le monde entier. Il laisse un héritage immense, un héritage majeur, entre son combat mondial contre l'exécution capitale, comme vous le savez, son engagement en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité ou encore de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme faisait partie de ces grands combats. Le 9 octobre prochain, date à retenir, Robert Badinter entrera au Panthéon. Les rencontres de la gauche lui rendent un grand hommage aujourd'hui à un des plus grands hommes du XXe siècle et du XXe siècle de notre histoire. Vous pouvez applaudir à la mémoire de Robert Badinter. Et je voudrais bien évidemment inviter un grand homme, un homme que vous connaissez qui a exercé de très belles fonctions dans notre pays. Il a été Premier ministre de la France, il a bien connu, avocat, ministre de l'Intérieur, notre ami respectueux Bernard Cazeneuve, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Merci, cher Bernard. Et je voudrais appeler, avant Bernard, te laisser la parole, on a un petit témoignage d'abord de François Cantier que je veux inviter, avocat fondateur d'Avocats sans frontières et président de l'école pour un mot d'introduction rapide. Et cher Bernard, nous aurons une petite vidéo que nous allons voir de Robert Badinter et de son histoire. Je te laisse nous dire quelques mots avant de voir cette vidéo. Je pense qu'on voit la vidéo en premier, me semble-t-il. On voit la vidéo en premier, donc on va lancer la vidéo et on pourra, je pense, la voir ici. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Ce que je voudrais, mais par-dessus tout, c'est qu'on prenne conscience de l'absurdité criminelle et du racisme, et notamment de l'antisémitisme. Donc moi, ça m'a toujours mis hors de moi. Quelquefois, je le dis brutalement, être antisémite, c'est être un con. Vous savez, la mesure des libertés, ça se prend au regard des plus défavorisés d'une société, pas des plus favorisés. Il n'y a qu'un sens de l'histoire. Les libertés, on les gagne. Et on les gagne toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre. Pour avoir les libertés de la presse, il faut une insurrection à Paris en 1830. Pour passer du suffrage censitaire au suffrage universel, il faut une révolution en 1848. Et lorsque vous en êtes aux droits économiques et sociaux, j'en parlais l'autre jour avec Mauroy à Lille, combien d'hommes sont morts pour le droit de grève? Aujourd'hui, vous dites, mais comment? C'est acquis. C'est acquis grâce à qui? Grâce au mouvement des forces populaires et à ceux qui se sont liés avec elles.
il ne suffit pas à cet égard de rappeler que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme fait référence à la dignité de tout être humain. Et que reste-t-il de la dignité des êtres humains quand ils sont pourchassés, emprisonnés, flagellés ou pendus pour la simple raison qu'ils ont une orientation sexuelle différente de celle de la majorité ou du dogme. On peut applaudir très chaleureusement. Une pensée à toute sa famille. Cher François, petit témoignage assez rapide avant de laisser Bernard. Oui, merci, oui. Beaucoup d'émotions hein, quand j'entends encore Robert Badinter. Alors Robert Badinter, pour moi, tout de suite, c'était salut et fraternité. C'est comme cela qu'il m'accueillait au pied de son appartement à Paris lorsque je lui rendais des visites de travail. Avec Robert Badinter, près d'un demi-siècle de compagnonnage. Bien sûr, je l'ai suivi dans toutes ses activités, notamment ministre, vous l'avez rappelé, et le film l'a rappelé, les grandes avancées, la suppression, l'abolition de la peine de mort, l'abolition du délit d'homosexualité, la suppression des juridictions d'exception. Son parcours a été exemplaire, mais aussi une séquence qui rappelle ses convictions en matière de progrès social, donc son engagement également sur ce terrain-là, sur ce terrain politique. Madame la Présidente, vous avez eu une idée extraordinaire en prévoyant cet hommage. Et je crois qu'il donne du sens, un sens supplémentaire à nos rencontres d'aujourd'hui, un sens profond. Parce que ce qui caractérisait Robert Badinter, c'était la puissance, la force de ses convictions. Vous l'avez entendu rugir, lui qui était quelqu'un de policé, mais qui savait aussi, lorsque l'essentiel était en jeu, entrer dans de saintes colères. Je l'ai davantage connu lorsque j'ai fondé Avocats sans frontières en France, puis l'École des droits humains et de la terre, parce qu'il m'a suivi dans ses aventures, considérant que la justice en France méritait toujours d'être réformée, mais qu'il fallait aussi que la voix de la France et des juristes français soient entendus dans d'autres pays. Un instant qui a été oublié, mais qui est important, son rôle dans la création et le développement de la justice pénale internationale, celle qui permet aujourd'hui de poursuivre les auteurs de crimes majeurs tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'ils puissent être arrêtés et peut-être condamnés. Donc Robert Badinter, pour moi, c'est une rencontre extraordinaire, c'est un homme exceptionnel, un grand homme qui va rentrer donc au Panthéon, nous y serons le 9 octobre prochain. Mais pour moi, ce n'est pas un mausolée, parce que je crois que le plus bel hommage que nous puissions rendre à Robert Badinter aujourd'hui, c'est, je m'adresse à vous, femmes et hommes politiques, c'est de poursuivre son combat, un combat pour les valeurs, ne pas indexer nos discours et nos actes ailleurs ou à d'autres choses qu'aux valeurs de liberté, de fraternité, d'égalité qu'il a si ardemment défendues. Donc c'est ce que je souhaite aujourd'hui, et Bernard Cazeneuve va poursuivre plus amplement l'éloge de Robert Badinter. Donc salut et fraternité à vous tous, salut et fraternité à Robert Badinter, salut et fraternité à Madame la Présidente, et salut et fraternité à Bernard Cazeneuve qui va donc prendre la parole. Merci à toi. Merci, et je vous demande bien sûr d'applaudir chaleureusement Bernard, qui est un habitué des rencontres de la gauche et qui nous fait l'amitié aujourd'hui d'être parmi nous. Un grand homme aussi de notre pays. Merci Bernard d'être à nos côtés et de participer à cet hommage pour Robert Badinter.
Merci infiniment pour votre accueil et merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Lorsque Carole Delga m'a proposé de venir à Bram pour rendre hommage à Robert Badinter, quelques jours avant qu'il n'entre au Panthéon, ça vient d'être rappelé, j'ai immédiatement dit ma disponibilité, mais aussi ma grande joie de pouvoir célébrer avec vous l'une des plus éminentes figures de l'universalisme français. Nous sommes toutes et tous ici des maillons d'une longue chaîne. Comme aimait à le dire Léon Blum, autre grande conscience nationale dont le nom figurait sur la plaque apposée au bas de l'immeuble où Robert Badinter résidait à Paris, face au jardin du Luxembourg, et dont il avait vu Robert Badinter lycéen le nom injurié et la vie menacée au mur sali de la craie antisémite. Pour les héritiers que vous êtes d'une culture républicaine ancrée dans une longue tradition politique, cet instant d'hommage revêt un sens particulier, j'en suis convaincu. Il vient célébrer en terre d'Occitanie le combat courageux des abolitionnistes de la peine de mort pour que soit définitivement consacré par la loi le caractère intangible et sacré de la vie humaine. En 1981, par la volonté du président François Mitterrand, mais aussi par l'opiniâtreté de son garde des Sceaux, Robert Badinter, la justice et l'État renoncèrent à la peine capitale. Il s'agissait là d'un geste politique et moral par lequel la République inscrivait dans sa loi les valeurs les plus sacrées de la civilisation humaine. Déjà, en 1908, Jean Jaurès, député du Tarn, avait failli convaincre une majorité de parlementaires d'en finir avec la peine de mort. Il s'en était d'ailleurs fallu de peu qu'il parvint à inscrire ses pas dans ceux de la Convention. Le 4 Brumaire en 4, dans une assemblée où la terreur avait engendré l'exécution de beaucoup de ses membres et partout dans le pays de milliers de Français, les conventionnels avaient voté la première loi par laquelle la nation renonçait à la peine de mort. Mais ils avaient conditionné l'entrée en vigueur de l'abolition à l'avènement de la paix civile partout sur le territoire national, si bien que, au moment du Consulat, Bonaparte n'avait pas eu à déployer beaucoup d'efforts pour renoncer à ce grand projet. Quant à Jaurès, un siècle plus tard, il lui manqua le concours des circonstances les plus déterminés de ses soutiens abolitionnistes, ayant vu leurs ardeurs douchées par un crime abject commis quelques jours avant que n'intervienne au Parlement un vote pourtant considéré comme acquis. En 1981, lorsque la gauche accède au pouvoir, tout reste donc à faire. Certes, le nouveau gouvernement ne part pas de rien. François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, a eu le courage d'aller à l'encontre du sentiment dominant du peuple français, ça se faisait à l'époque, en annonçant au mois de mars 1980 son intention d'abolir la peine de mort dans l'hypothèse où il serait élu. Dans l'esprit du nouveau chef de l'État, nul ne pouvait s'opposer à la volonté d'un homme lorsqu'elle aspirait à de nouvelles conquêtes pour le progrès humain. Son intelligence politique le conduisait aussi à considérer que rien de grand jamais n'était susceptible d'aboutir sans le concours des esprits les plus ardents. Parmi eux, il savait pouvoir compter sur Robert Badinter, l'avocat fougueux épris de justice et de droit, et dont la vie de défenseur, d'avocat, comme cela vient d'être rappelé, avait été consacrée tout entière au combat pour l'abolition de la peine de mort. L'un comme l'autre aspiraient à ce que la victoire d'une cause, dont l'ambition était éminemment universelle, se conjuguât avec l'avènement au pouvoir d'une espérance tant attendue. La mort avait marqué très tôt la vie de Robert Badinter. Il ne pouvait être indifférent à l'effroi qu'elle suscitait. Plus que tout autre, il savait les fils qu'elle rompait à tout jamais. L'humaniste en lui considérait que la peine capitale ne suffirait jamais à contenir
les funestes dessins d'individus asservis à leur sombre nature et dont l'horreur des crimes pouvait porter la foule à la plus grande colère. De l'expérience, il avait appris que Patrick Henry, assassin d'un jeune enfant en 1976, était parmi ceux qui, 4 ans auparavant, criaient à mort aux portes du palais de justice de l'Aube, où les assises s'apprêtaient à condamner Roger Bontemps à la peine capitale. L'avocat n'avait donc pas le droit au repos. Il devait s'interdire le répit lorsqu'il s'agissait de proclamer l'espérance en une justice garante d'une conception élevée du droit et de la dignité humaine. La mort de son père, dans un camp de concentration après son arrestation à Lyon par le monstre Klaus Barbie, avait appris à Robert Badinter que le totalitarisme tue pour des raisons politiques et que l'État dans son ensemble se trouve alors placé au service d'une entreprise criminelle. Engendrée par la barbarie et la haine, l'extermination des Juifs, des homosexuels, des tziganes, des opposants au régime nazi avait signifié la négation du droit par l'asservissement de millions d'innocents à une mécanique implacablement meurtrière. Dans le temps long de l'histoire de l'humanité, la Shoah avait symbolisé la monstruosité dont les hommes pouvaient se montrer capables. Elle avait atteint Robert Badinter dans sa chair. Comment la démocratie, dès lors une fois rétablie dans ses institutions et dans ses principes, pouvait-elle perpétuer une peine dont l'usage politique arbitraire avait suscité tant de malheurs? Lors de nos déjeuners réguliers, rue Guillemets, Robert me disait sa tristesse de voir ressurgir presque intact un antisémitisme qu'il avait durement éprouvé dans les années 30 alors qu'il était enfant et dont il comprenait mieux que quiconque les ressorts nouveaux. Sa lucidité sur le monde le rendait plus ardent à vouloir en modifier le cours. Son optimisme, à lui, était hugolien. À ses visiteurs réguliers, il aimait rappeler cette phrase de Victor Hugo dont l'énoncé suffisait à résumer l'engagement d'une vie: on ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. L'avocat avait du mal à concevoir qu'on pût réduire un individu à ses fautes. De l'âme humaine, il avait rencontré toutes les vicissitudes et il savait que le jugement qui a de la valeur et qui protège chacun d'entre nous de l'arbitraire, ou plus prosaïquement de l'erreur judiciaire, est rendu sur le fondement du droit. Il affirmait avec passion que dans un état de droit, le droit ne peut passer que si tous les recours qu'il prévoit demeurent à la disposition de la défense jusqu'au terme de l'ultime procès. Il pensait que la démocratie se trouvait en grand danger aussi souvent que l'autorité de la chose jugée était contestée au motif que le jugement rendu au nom du peuple ne correspondait pas à celui attendu par la foule, car plus que quiconque, il savait que dans certaines circonstances, la foule peut trahir le peuple. Pour Robert Badinter, la passion du droit emportait une exigence, la recherche continue et absolue de la vérité, celle des faits, celle des actes, le refus des approximations lorsqu'il s'agit de décider du sort d'un être humain, plus encore la méfiance à l'encontre de préjugés qui peuvent faire tomber des sentences parfois à l'origine de graves erreurs judiciaires, évoquant Michel Serres, dont il était l'ami, et faisant avec lui que seules 2 espèces vivantes pouvaient tuer pour tuer, le rat et l'homme. Il lui arrivait de me dire « l'homme peut être un rat pour l'homme ». Parce que sa lucidité le conduisait à penser qu'il n'est pas de digue plus solide face à l'arbitraire et à la cruauté humaine que celle du droit et du droit international, Robert Badinter avait poursuivi son combat au-delà de l'abolition pour que la dignité humaine fût définitivement protégée par la règle de droit voulue par le souverain. L'abolition de la peine de mort en France n'était une victoire que pour autant qu'aucun retour en arrière ne serait possible. En cela, elle ne constituait qu'une étape. Le combat devait donc se poursuivre inlassablement jusqu'à l'abolition universelle. En 1974, la France avait ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. En 1981, elle avait été la dernière au sein de la communauté européenne à abolir la peine capitale. Sous l'impulsion de Robert Badinter et d'André Chandernagor, la nation avait accepté le principe du droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pour que l'Europe fût indéfectiblement fidèle aux valeurs portées par ses pairs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il fallait que l'adhésion au socle commun de ces principes intégrât le renoncement définitif à la peine de mort. Et ce fut chose faite lorsque les pays de l'Union européenne signèrent ensemble le protocole 13 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté en mai 2002. Le 15 décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies avait à New York adopté le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoyait l'abolition définitive de la peine capitale auquel la France adhérera en octobre 2007. À la fin de l'année 2024, selon les données du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 113 pays avaient complètement aboli la peine de mort, même si aujourd'hui, et on le voit aux États-Unis, beaucoup de courants populistes s'emploient à la faire ressurgir. Robert Badinter, le pessimiste raisonné, s'enorgueillissait à la fin de sa vie qu'un tel progrès eût été possible. En dépit des forces réactionnaires obscurantistes dont il mesurait encore l'offensive à travers le monde, il voulait croire ardemment qu'une certaine conception de la civilisation humaine aurait raison de ces mauvais démons par sagesse, mais aussi par conviction. C'est en vertu de ces principes qui avaient jalonné toute sa vie que Robert Badinter avait dépénalisé l'homosexualité en 1981 et redonné à des milliers d'êtres humains la place et la dignité à laquelle légitimement ils aspiraient. C'est guidé par ces valeurs et fidèle à l'héritage de César Beccaria qu'il incarnait une ambition pour l'Europe où le droit, une fois encore, contribuait à forger un idéal. Celui d'une démarche assumant son irrépressible attachement aux libertés fondamentales, celui d'une justice clamant sa foi en l'égalité et se dressant contre toutes les atteintes portées aux droits humains. Dans son esprit, le parquet européen et la justice pénale internationale devenaient les instruments de la protection des peuples face à toutes les violences qui pouvaient les soumettre ou les atteindre. En 2015, à l'Institut d'études politiques de Paris, où il avait accepté de donner une conférence sur l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter, s'adressant aux étudiants rassemblés pour l'entendre, mais aussi tout simplement pour le voir, avait redit sa conviction. Sans emphase, il avait rappelé ces principes simples, auxquels il s'était tenu sa vie durant pour faire aboutir une cause à laquelle il n'avait jamais renoncé, celle de la suprématie du droit face à la force et de la dignité de la personne humaine comme fondement intangible de l'état de droit. Avec une sincérité poignante, il avait convoqué les grands ancêtres, les éclaireurs, ceux dans les pas desquels il avait décidé d'inscrire son propre combat. Robert Badinter avait la passion de l'histoire. Il savait que la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Les faits souvent tragiques, qui jalonnaient le cours de l'histoire, entretenaient chez lui un pessimisme qui ne le faisait renoncer à aucun idéal. À son contact, nous étions condamnés à l'optimisme et à l'action. Et c'était là d'ailleurs sans doute la seule condamnation dont il s'accommodait de la sentence. À un étudiant qui l'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il n'était pas favorable à la perpétuité des peines, il répondait avec cette ferveur qui nous faisait vibrer qu'on ne peut enfermer pour la vie entière un être humain dans le réduit d'une cellule en le privant à tout jamais de toute espérance. On ne remplace pas la peine de mort par un supplice inhumain, ajoutait-il, on la supprime.
un point, c'est tout. Le courage est dans la foi laïque de la phrase d'Hugo qui indique la ligne de crête où marche l'humanisme, en prenant le risque à chaque instant de trébucher. On ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. On ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. Je vous livre cette phrase, qui est peut-être une part du testament de Robert Badinter, mais aussi une invitation à nous interroger humblement sur le fait de savoir si nous sommes toujours fidèles à cet héritage, lorsque, dans l'emportement de certaines postures ou dans la recherche d'une radicalité de confort, nous oublions qui nous sommes et parfois même d'où nous venons. Je vous remercie de votre attention. Merci d'applaudir Bernard. Merci beaucoup, cher Bernard. Énormément pour ce témoignage émouvant. Bravo à toi. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir très chaleureusement. Notre ancien Premier ministre, cher Bernard, merci beaucoup.